Bonjour à tous. Bonjour à tous aussi. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux d'accueillir Marie-Charlotte pour ce webinaire sur la déconnexion, mais surtout sur la déconnexion chez nos enfants et le rapport entre les parents et les enfants dans ce contexte de confinement. Donc, un petit détour du côté de la présentation de vos intervenants aujourd'hui. Je donne d'abord la parole à Marie-Charlotte. Donc, Marie-Charlotte, si tu veux te présenter, on t'écoute. Alors, je m'appelle Marie-Charlotte Clerc, j'ai 4 enfants, 4 ados, donc beaucoup d'histoires de connexion ou de déconnexion à la maison. Je suis coach famille depuis 2008, hein, c'est une deuxième vie professionnelle. J'ai repris mes études de thérapeute et de coach. Et donc, depuis 2008, j'accompagne les familles quelle que soit la difficulté qu'elles peuvent rencontrer, des difficultés d'autorité, de communication. J'accompagne des enfants, des parents, je me suis aussi spécialisée sur le harcèlement scolaire. Donc, j'aide les ados et les enfants à sortir du harcèlement. Et je forme des professionnels de l'éducation à tout ce qui est bienveillance éducative et à tout ce qui est repérage et sortie du harcèlement scolaire. Voilà, à toi, Boris. Donc, on a bien compris pourquoi tu es là. On a bien compris pourquoi on a monté ce Zoom ensemble. On a effectivement un beau terrain de jeu commun sur ces sujets très sérieux et qui concernent beaucoup d'entre nous et notamment et surtout les parents. Donc, moi, je m'appelle Boris Nepveu, je suis coach en bien-être numérique. Je me suis passionné par ce sujet de l'hyperconnexion, de ces enjeux, ces méfaits, mais surtout des solutions qui tournent autour il y a maintenant quelques années. J'interviens auprès des particuliers, j'interviens aussi en entreprise sur le sujet du droit à la déconnexion et j'organise également des événements déconnectés dans lesquels les participants se retrouvent sans téléphone portable pour une foule d'activités. Et ce sont des vrais moments voilà, de ressourcement, des vrais moments où on se retrouve sans ces foutus téléphones, si je puis dire. Donc voilà. En tout cas, je suis ravi, ému et voilà, content aujourd'hui de donner la parole à Marie-Charlotte, qui est une pro de ce sujet qui me tient tellement à cœur. Et donc, ce que je vous propose, c'est on va dérouler avec Marie-Charlotte notre sujet en lui posant quelques questions bien ciblées sur le sujet de la déconnexion, mais surtout de comment traiter le sujet, comment accompagner nos enfants dans cette période qui, bien qu'elle touche à sa fin, nous a tous bien challengés, nous a bien tous secoués, a fait bouger les limites de notre patience et autres. Donc, on va donner la parole à Marie-Charlotte pour répondre à quelques questions. Juste pour donner quelques règles de bon fonctionnement. Donc, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez saisir dans la partie conversée, vous pouvez saisir les questions qui vous viendraient au cours de la présentation. Pour le moment, vos vidéos et vos micros sont fermés. On vous redonnera la parole, donc soit si vous voulez l'écrire dans la partie conversée, ou soit si vous voulez poser la question verbalement et qu'on vous entende, en réactivant votre micro à la fin de cette présentation. Et enfin, détail important, nous enregistrons ce webinaire, donc ça veut dire qu'il sera bien entendu diffusé ultérieurement. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, eh bien n'activez pas votre caméra. Voilà, j'ai rien oublié, Marie-Charlotte. Non, c'est très bien. Et vous pouvez éventuellement changer vos noms en cliquant sur votre image il y a 3 petits points à côté de votre image normalement. Ça vous permet de vous renommer si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse non plus par votre nom. Ok, donc première question, Marie-Charlotte, comment les familles vivent-elles ce confinement qui finalement a duré bien longtemps? Alors, il y a 2 façons, en gros, dont les familles ont vécu ce confinement. Il y a des familles qui l'ont très bien vécu et je constate que c'est souvent les familles qui ont des grands ados,
qui étaient très contents, les mamans, un peu comme moi, hein, la maman poule avec mes 4 ados, j'étais contente de les avoir parce que, ils sont grands, ils sont pas souvent à la maison, donc ça a permis de se retrouver, de faire des tas d'activités ensemble, enfin des activités ensemble et ça convient bien à certaines familles et puis il y en a d'autres pour qui ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile et il y en a certaines, où dès le début ça a été compliqué. Quand on a 3 petits loulous qu'il faut faire travailler, un qui a 18 mois qui court partout, qu'en plus on doit faire du télétravail, enfin, comment on s'organise? Quand on a un enfant qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, qui a besoin de bouger, comment on s'organise? Quand on a des enfants, simplement des enfants qui ont besoin de bouger, comment on s'organise? Donc ça a pu créer beaucoup de douleur, beaucoup de culpabilité parce que les parents ont pu exploser à certains moments. Et je vois beaucoup de parents qui se sentent coupables d'avoir pu crier, d'avoir pu dire ou faire des choses qu'ils regrettent aujourd'hui. Et ce que je voudrais déjà dire, c'est que c'est normal d'avoir craqué. On l'a tous fait à un moment ou à un autre parce que être privé de liberté, c'est une privation d'un des besoins primaires de l'être humain. On a tous besoin de liberté. Donc, même quand on ne s'en rend pas compte, être privé de liberté, ça vient nous mettre en stress et ça peut expliquer pourquoi on a pu craquer aussi, même si a priori on n'avait pas de raison de le faire. Ok. Question, question suivante qui est là aussi assez large, mais dont à laquelle on peut répondre en détail, Marie-Charlotte, qui est donc quelle attitude adopter finalement face à l'hyperconnexion de nos enfants. Et après, on viendra sur le sujet des âges différents auxquels une attitude différente peut être adoptée. Alors d'abord, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce confinement, c'est que nous aussi, on a été hyper connectés. La majorité d'entre nous, soit on a été en télétravail, soit on a fait des réunions Zoom avec nos amis, avec notre famille. Et une très grande majorité d'entre nous, on a été plus sur les écrans qu'on ne l'était auparavant, ou autant sur les écrans qu'on l'était auparavant. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir que les écrans, c'est quand même pas complètement négatif, qu'il y a des intérêts à y être et ça nous permet peut-être de comprendre mieux nos enfants. Euh, Ensuite, quelle attitude adopter face à l'hyperconnexion de nos enfants? Alors, d'un point de vue général, il y a une grande difficulté aujourd'hui, c'est que nos enfants, même les grands ados, c'est la première génération qui a accès à ces écrans de cette façon-là. Sur un téléphone, ils ont accès au monde entier. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas dans 20 ans si cela aura changé des connexions dans leur cerveau, s'il y aura des conséquences positives ou négatives à cette hyperconnexion. Et donc, on ne peut que se projeter. On a quand même tendance à se rendre compte avec des IRM que l'hyperconnexion semblerait provoquer des modifications dans le cerveau. En particulier, on a la zone du pouce qui grossit, la zone de la vision qui grossit, mais quand on a des parties du cerveau qui se développent, il y en a d'autres qui sont moins développées. Et la partie qui sert à l'empathie semble moins se développer. La partie qui sert à la réflexion et à la réflexion avec prise de recul semble aussi moins se développer. Ça veut dire que l'hyperconnexion, a priori, eh bien, ça apporte quand même des éléments importants sur le développement de nos enfants et que ça ne semble pas très, très bon. Donc, ça veut dire qu'en tant que parents, notre rôle, c'est d'accompagner nos enfants vers l'utilisation de leurs écrans et de savoir cadrer aussi leur utilisation des écrans. C'est compliqué de laisser nos enfants faire ce qu'ils veulent parce qu'il peut y avoir des conséquences. Et je vous ai parlé des conséquences sur le cerveau, mais il y en a d'autres. Très bien. Ça semble clair. On a quelques questions qui tombent sur le chat. Question très importante, et j'y faisais référence là il y a quelques minutes. Et alors, finalement, est-ce que à chaque âge, on doit adapter des limites, Marie-Charlotte? Oui, ça semble du bon sens. On ne va pas mettre les mêmes règles pour un enfant de 2 ans et un ado de 17 ans. C'est très important de réfléchir aux règles. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est bien ou pas bien. C'est vraiment à chaque famille de décider quelles sont les règles. Mais
quand même, tous les professionnels de l'éducation et de l'enfance, ils sont tous d'accord pour dire 0 écran avant 3 ans. Ça, c'est une première règle qu'on peut avoir en tête. Les écrans avant 3 ans, c'est absolument pas nécessaire. Et d'ailleurs, méfiez-vous des jeux éducatifs qui sont vendus où on vous fait croire que votre enfant de 2 ans va apprendre à dessiner ou parler anglais. C'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est du marketing. Donc, pas d'écran avant 3 ans. Ensuite, il y a beaucoup de professionnels qui vont mettre un certain nombre de règles, j'y reviendrai, je reparlerai un peu plus tard de l'association Pause, mais on a aussi d'autres professionnels qui vont dire pas d'écran avant 3 ans, de 3 à 6 ans, moins d'1 heure d'écran par jour et toujours accompagné. De 6 à 9 ans, on peut aller jusqu'à 1 heure et demie par jour et toujours accompagné. Pas d'accès à Internet avant 9 ans. Voilà, ça, c'est les règles de. Alors, je suis désolée, j'ai oublié le nom. Un psychologue qui travaille beaucoup sur l'utilisation des écrans et qui semble assez sensé C'est parce que. c'est Ouais, le, c'est le- c'est, Serge Tisseron, qui est un pédopsychiatre, neurologue, enfin, oui, effectivement, c'est la campagne 36912. On trouve ça sur Internet. C'est très intéressant, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie-Charlotte. C'est Serge Tisseron. c'est ça, oui, merci. Merci d'être ma mémoire. On fait équipe. Et ça ne veut pas dire qu'au-delà de 12 ans, il n'y a pas de règles. Vos enfants, plus ils vont grandir et plus ils vont avoir envie d'être sur les écrans. C'est des liens sociaux, c'est super important ces liens sociaux. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, je ne sais pas si vous faisiez comme moi, mais la première chose que je faisais en arrivant à la maison, c'était me précipiter sur le téléphone fixe et d'appeler ma meilleure copine que j'avais quittée 10 minutes avant. Et on passait des heures sur le téléphone fixe, ce qui faisait hurler mes parents, parce que quand ils voulaient joindre la maison, bah, ils ne pouvaient pas. Mais on était pareil, on était comme eux, on avait besoin de ces liens sociaux. Donc les portables, c'est pour nos ados des liens sociaux, c'est un moyen vraiment d'être en lien. Cependant, il faut pouvoir limiter parce que, par exemple, on sait à quel point c'est très, très mauvais pour un ado d'avoir son portable dans sa chambre. Donc, même avec un ado qui a 17 ou 18 ans, on peut imposer pas de portable dans la chambre la nuit. Et d'ailleurs, j'ajoute, parce que évidemment, je me documente énormément sur l'actualité autour de l'hyperconnexion, les accidents domestiques, etc., etc. Alors, c'est pas forcément très drôle ce que je vais dire, mais on se rend compte qu'il y a une montée en flèche des accidents domestiques qui souvent ont des conclusions dramatiques dans le cas où certains ados prennent leur bain avec leur téléphone portable branché à côté, voire posé sur le rebord de la baignoire, et qui très souvent, bah, malheureusement, tombent dans le bain. Et je vous laisse imaginer la suite. Et ça, c'est un accident domestique qui malheureusement monte en flèche en France et dans le monde. Donc c'est voilà, juste une triste anecdote, mais à avoir à l'esprit tout de même. Il y en a une autre qui est aussi dramatique, qui est que les portables allumés et branchés toute la nuit et posés sur le lit chauffent. Et il y a des barres d'incendie qui peuvent aussi se développer. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il ne faut pas laisser les portables aux ados la nuit. Il y a beaucoup d'autres raisons. Si vous voulez, je peux en donner quelques-unes. La première, c'est que la lumière bleue des portables empêche de s'endormir. Déjà, quand on est ado, en moyenne, la production de mélatonine qui nous permet de nous endormir, c'est 2 heures après le noir complet. Si en plus vous avez un écran avec de la lumière bleue va vous maintenir éveillé. Donc vous n'allez pas vous endormir, vous allez vous coucher à 22 h, 22 h 30. Vous ne serez pas endormi avant minuit et demi, 1 heure du matin au moins. La deuxième chose, c'est que la majorité des ados vont vous dire qu'ils mettent leur téléphone en mode avion. En réalité, ils ne le font pas. Ils ne désactivent pas non plus les notifications, ce qui fait qu'ils dorment et puis tout d'un coup, à 3 heures du matin, ils reçoivent une notification d'un pote qui est sur Snap et qui dit est-ce que tu dors? Parce que moi, je ne dors pas. Ah ben non, maintenant, je ne dors plus. Et ils se remettent à converser. Donc, ils se réveillent le matin. Ils ont un manque de sommeil qui est vraiment délétère, enfin, qui est horrible. Et, et quand on n'a pas beaucoup dormi, généralement, on n'est pas de très bonne humeur. Donc, ça, c'est aussi une conséquence.
on n'est pas de très bonne humeur, on n'est pas dans de bonnes dispositions pour capter ce qui va se passer à l'école. Et pour revenir on parlait de Serge Tisseron tout à l'heure, et de cette tranche d'âge là, entre 0 et 3 ans, où il est proscrit de donner des écrans sous quelque forme que ce soit à nos enfants. C'est sûr que c'est du coup limiter le développement des capacités cognitives des enfants que de leur mettre trop tôt des écrans entre les mains. Ce qu'on constate, et on le sait tous finalement, c'est que en privant nos enfants de cette capacité qu'ils peuvent avoir à s'ennuyer finalement, parce qu'un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui imagine autre chose, un enfant qui crée, un enfant qui invente, un enfant qui joue, qui dessine. C'est vrai que quand on met des écrans, des tablettes dans les mains d'enfants trop jeunes, ben on les prive de tout ça, et on pense qu'on les calme. Alors, en apparence, on les calme, alors qu'en fait, à l'intérieur, on les agite, puisqu'en réalité, on les met face à des contenus qui sont d'ailleurs pas toujours souhaités, et puis qui provoquent chez eux des accidents électriques, si je puis dire, qu'on ne maîtrise pas, et qui se déroulent juste entre eux et ce qu'ils voient à l'écran. Et en fait, c'est perturbant, voire ça peut être choquant pour des enfants trop jeunes. Donc, donc, pour revenir sur cette tranche d'âge là, entre 0 et 3 ans, qui est aussi un âge clé pour le développement des enfants. Et alors, si je peux compléter ce que tu dis, pour se développer, nous avons besoin de nos 5 sens. Or, devant les écrans, les enfants n'utilisent pas leurs 5 sens. Et je vois beaucoup de maîtresses qui s'étonnent parce que des enfants qui rentrent en CP n'ont pas la notion de leur corps, de avant, de après, de dessus, de dessous. Quand vous êtes sur un écran, vous êtes en 2 dimensions. Dessus, c'est forcément là. Et dessous, c'est là. Mais à aucun moment, ça peut être sous la table. On prend conscience avec son corps qu'être sous la table, c'est pas la même chose qu'être devant la table. On prend conscience quand on a une petite voiture qu'on fait rouler sur un vrai garage, enfin dans un garage jouet, qu'il est en haut à droite et qu'il va tomber en bas à gauche. C'est pas la même chose que de le voir en 2 dimensions sur l'écran. Donc ça crée des vrais problèmes après chez certains enfants de troubles d'apprentissage ou en tout cas de difficultés à rentrer dans les apprentissages. Pour apprendre, on a besoin de nos 5 sens. Une pomme à l'écran, eh bien, ça n'a ni la forme de la pomme, ni le goût de la pomme. Il vaut mieux leur donner une vraie pomme dans les mains. Ça paraît tellement évident, mais ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Euh, Question suivante, les enseignements finalement de cette période pour l'après, puisque l'après, voilà, suivant les régions, et dans quelques jours, dans quelques semaines, cette période théoriquement de confinement sera derrière nous. Quels enseignements tirer de cette période, Marie-Charlotte? Alors, d'abord, je crois que le premier enseignement, c'est comme nous, on a été aussi hyper connectés, c'est que les écrans, voilà, tout n'est pas négatif. Ça a des intérêts d'utiliser les écrans. On s'en est bien rendu compte, nous. Donc, je trouve que cette période, elle nous permet de dédiaboliser des écrans. Et en particulier, bien pour les liens sociaux, comme nous, on a pu le faire, ou les liens de travail, ou l'école connectée, ça peut apporter un certain nombre de choses. Donc, je trouve que c'est la première chose, c'est ne diabolisons pas à outrance les écrans. Il y a des choses qui sont intéressantes dans les écrans. Ça nous permet d'avoir un petit peu de recul. Mais on a bien vu à quel point c'était fatigant. Une réunion Zoom, c'est 2 fois plus fatigant, et on a des explications neurologiques qu'une réunion en face à face pour le cerveau. Donc ça, nous, on a pu l'apprendre aussi en étant, pour certains, plus connectés que d'habitude. Donc ça nous permet, je trouve, de nous donner une justification pour mettre des règles en place avec nos enfants, pour limiter les écrans pour nos enfants. Il y a des études qui ont été faites. Alors, je reprends une étude, je reprends mon papier. Voilà. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a sorti une étude en décembre 2016, donc ça date. En décembre 2016, les adolescents de 11 ans passaient en moyenne 5 heures par jour sur les écrans, et les adolescents de 15 ans passaient en moyenne 8 heures par jour sur les écrans. On sait qu'en moyenne, ce chiffre, il augmente d'1 heure par an. Ça voudrait dire, si on en croit ces chiffres, qu'aujourd'hui, en 2020, à 11 ans, les jeunes, ils pourraient passer
jusqu'à 9 heures par jour sur les écrans et ça serait 12 heures par jour pour les 15 ans et plus sur les écrans. Donc c'est énormissime. C'est d'autant plus énorme que ce que l'on sait, on n'a pas de certitude sur l'avenir, comme je vous le disais. On n'a jamais, on n'a pas de projection, voilà, ça fait pas 50 ans qu'on utilise les écrans. Mais on s'est rendu compte quand même que les utilisations des écrans au-delà d'une heure par jour avaient un impact sur les capacités de concentration, sur les capacités créatives et sur le quotient intellectuel. Pour la première fois, depuis qu'on est capable de calculer les quotients intellectuels des humains, le quotient intellectuel baisse. Nos enfants ont un QI qui est a priori moins important que le nôtre. Alors, les écrans, ce n'est pas la seule raison, hein, il faut être tout à fait honnête. Il semble qu'il y ait d'autres raisons, en particulier la pollution. Mais attention, vous trouverez facilement sur Facebook, ou peut-être qu'on pourra partager cette image où on voit des enfants qui ont 4-5 ans qui dessinent un bonhomme. On a partagé les enfants qui passent moins d'une heure par jour devant les écrans, les enfants qui passent 2 heures par jour devant les écrans et les enfants qui passent 3 heures et plus par jour devant les écrans. La capacité de dessin d'un bonhomme, elle est incroyablement différente entre les uns et les autres. Et moi qui suis thérapeute, je sais que quand on fait venir un enfant dans notre cabinet, on va lui demander de dessiner sa famille. Ça nous donne des informations super importantes. Est-ce que la tête est reliée au corps? Est-ce qu'il y a des détails? Ça ne va pas nous permettre de faire un diagnostic. D'ailleurs, moi, je ne fais pas de diagnostic, mais ça me donne des informations sur le développement de l'enfant. Donc, voilà, les enseignements pour cette période, c'est limitons les écrans. On en a vu, nous, les avantages, on en a vu les difficultés. Mettons en place des règles qui seront justes et non négociables. Et puis, ce que je voudrais finir aussi sur cette question en disant, rappelez-vous que si vous mettez en place des règles quand ils sont petits, ça sera plus facile, pardon, de les tenir quand ils seront ados. Si vous n'avez mis pas de règles quand ils étaient petits, parce que de toute façon, il n'y a pas de télé chez vous, etc. Donc, vous n'avez pas pensé à mettre en place des règles sur l'utilisation des écrans. Quand ils vont avoir 12 ans, mais encore plus 15 ans ou 17 ans, ça sera plus compliqué de les faire respecter. Deux autres éléments pour compléter ce que tu dis, Marie-Charlotte. Dans mes récentes documentations, j'ai aussi découvert, selon une étude américaine, que depuis 15 ans, parce que en fait, tu parlais des conséquences de l'hyperconnexion chez les jeunes, etc., etc. Donc, elles sont évidemment nombreuses. Et on insistera aussi sur, finalement, à la question d'après, sur les conseils de la coach. Mais les conséquences sont nombreuses et il y a aussi les conséquences sur les capacités physiques et sur les capacités ou les performances sportives des enfants. Je m'explique. On a découvert que si on compare les performances à la course à pied d'un adolescent d'aujourd'hui par rapport à un adolescent il y a 15 ans, on se rend compte que pour courir le 100 mètres, aujourd'hui, un adolescent a un temps qui est 10% supérieur à celui d'il y a 15 ou 20 ans, simplement parce que les enfants font moins de sport, ils passent beaucoup de temps dans le canapé, sur les écrans, tablettes, smartphones et autres. Et en fait, les enfants font tout simplement moins de sport. Et ça aussi, c'est malheureusement une conséquence de cette hyperconnexion qui fait que les enfants, aussi physiquement, se développent moins. Et j'avais un autre chiffre en tête aussi, d'une étude prospective qui nous disait que dans 10 ans, un enfant de 7 ans, au rythme où vont les choses, au rythme où les habitudes se prennent, un enfant de 7 ans aura passé 1 an de sa vie sur un écran. Bon, tout ça, c'est vrai qu'on a l'air un petit peu dramatisé. Je reviens sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, Marie-Charlotte. C'est vrai qu'il y a énormément de bienfaits à nos écrans. La preuve, là, on se retrouve tous grâce à nos écrans. Le sujet, une nouvelle fois, c'est vraiment le sujet de comment limiter, comment fixer des règles, comment en faire euh, un bienfait ou en tout cas un aspect pratique essentiel, plutôt que la télécommande universelle de la vie, cet écran où finalement on ne sait plus rien faire sans, on ne sait plus s'orienter, on ne sait plus calculer, on ne sait plus se documenter, on ne sait plus lire
ou s'informer autrement qu'avec ces écrans. Ok, on peut passer à la question suivante, Marie-Charlotte. Oui, je voudrais qu'on parle aussi de la justification des règles, mais je vais pouvoir en parler là avec mes 3 conseils. Donc, Alors, à ce stade, on s'était dit avec Marie-Charlotte que bon, voilà, on a parlé de plein de choses déjà au travers des questions qui t'ont été posées. Si tu devais nous donner 3 conseils pour résumer un peu ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, et surtout, une fois qu'on a passé voilà, ce stade de conséquences et de points d'attention, quels sont tes conseils à ce stade? alors le premier conseil, ben, c'est cadrer l'utilisation des écrans, vous l'avez bien compris. Il y a une association qui s'appelle l'association Cause, ça veut dire collectif de surexposition aux écrans, qui donne 4 conseils, qui dit les 4 pas. Et ce que j'aime bien dans ces conseils, c'est qu'ils sont utiles pour tout le monde. À 3 ans, à 17 ans, à 50 ans, on peut tous se les approprier. Ces 4 pas, c'est pas d'écran le matin au réveil. Le deuxième, c'est pas d'écran pendant les repas. Le troisième, c'est pas d'écran avant de se coucher. Et le quatrième, c'est pas d'écran dans la chambre. Donc, je crois que ça, on peut tous se l'approprier. Sur ce cadré, je voudrais rappeler qu'on ne va pas donner les mêmes règles à un enfant de 5 ans et et un ado de 15 ans ou de 17 ans. La question qui peut-être se pose, c'est oui, mais comment je justifie ça auprès de mes enfants? Comment est-ce que quand mon enfant de 5 ans dit oui, mais c'est pas juste, mon frère, lui, il a le droit de rester plus longtemps devant la télé, ou que le grand dit oui, mais moi, quand j'étais petit, j'avais pas le droit du tout à la télé, puis lui, tu l'autorises à être devant la télé. Euh, eh bien, quand on a des enfants d'âge différents, on ne va pas se justifier. Ça, c'est une question d'autorité. On pourra peut-être reparler d'autorité plus tard, mais on réfléchit ensemble, si possible avec le conjoint, aux règles que l'on va mettre en place à la maison. On va réfléchir aux conséquences pour l'enfant si la règle n'est pas appliquée, mais on n'essaye pas de convaincre l'enfant que notre règle est bonne parce qu'on n'y arrivera pas. Vous pouvez, je prends tous les paris du monde, essayer de convaincre un ado que c'est bon pour lui de ne pas avoir son portable dans sa chambre, vous n'y arriverez pas. Se justifier, c'est tenter de convaincre que notre règle est bonne. Quand on est parent et qu'on met en place une règle et qu'on y a réfléchi pour le bienfait de notre enfant, pour son développement, on l'explique et on ne rentre pas dans la justification. Donc, à son enfant de 5 ans, on va dire, en effet, pour toi, l'utilisation des écrans est limitée à ça parce que c'est mauvais pour ton développement. Par exemple, on va donner une explication courte et factuelle. Et pour l'ado de 17 ans, on va dire, en effet, voilà, les règles sont différentes et elles étaient différentes quand tu étais petit. Et aujourd'hui, tu ne gardes pas ton téléphone dans ta chambre parce que tu n'auras pas suffisamment d'heures de sommeil et que c'est risqué. Donc, je donne une explication courte et factuelle, mais je ne cherche pas à le convaincre que ma règle est bonne parce que je n'y arriverai pas. Qui se justifie marque ses limites. C'est ça, exactement. Une belle façon de résumer. Merci, Boris. Mon deuxième conseil, c'est partager. C'est vos enfants, ils sont beaucoup sur les écrans, mais est-ce que vous savez ce qu'ils y font, ce qu'ils regardent, à quoi ils jouent? Et le partage, eh bien, c'est pas commencer en disant ah ben ouais, t'écoutes une musique, oh, c'est du rap, c'est nul. Enfin, si vous commencez par juger ce qu'ils sont en train de faire, ils ne voudront pas partager avec eux. Mais si on veut créer des bonnes relations avec nos enfants, intéressons-nous à ce qu'ils font sans juger. Ils sont sur Minecraft, alors c'est plus très à la mode Minecraft, mais allez jouer, allez tester pour voir ce qui se passe sur Minecraft. Ils sont alors Call of Duty, ça c'est des trucs qui sont très violents, et j'y reviendrai sur le troisième conseil. Allez voir ce qui les intéresse sur Call of Duty. Voilà, ils sont sur Fortnite, puisque à peu près tous les ados aujourd'hui qui rentrent au collège ont un compte Fortnite, alors gratuit, puis après ils vous demandent de payer pour être en réseau. Allez jouer avec eux. Regardez les youtubeurs qui les aiment. C'est un bon moment d'échanger, à condition de ne pas toutes les 3 minutes dire ah, non, mais c'est nul, mais qu'est-ce que t'aimes dans ce plat? Vous regardez jusqu'au bout, sans critiquer, et à la fin, vous partagez en disant, alors, moi, il me semble que ce que t'aimes là-dedans, c'est ça. Moi, j'ai apprécié telle chose ou telle chose. Bon,
En revanche, ce que j'aime pas, je vais te dire, moi je trouve que là c'est pas très respectueux pour les adultes, donc ça m'a choqué. Mais c'est un partage. Vraiment, vous créerez des bons liens avec vos enfants et ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'ils font et puis de cadrer ou pas. On dit ok, si tu vas sur ce truc-là, bah, je suis ok pour que tu y ailles. Et puis la troisième règle, Juste, excuse-moi, Marie-Charlotte, dans très bien noté ce que tu nous dis sur le partage, et puis quitte à passer pour un ringard, mais je pense que ça n'est pas le cas. Il suffit de constater à quel point le commerce et les ventes de jeux de société s'envolent pour savoir que nos enfants aussi prennent beaucoup de plaisir à partager un bon moment autour d'un plateau de jeux de société. Et la vente de jeux de société repart en flèche depuis quelques années en France et même dans le monde. Donc, passez du temps suivant l'âge de vos enfants avec Puissance 4, Monopoly, des jeux de création, des masterminds. Il y a plein de jeux qui font passer de très bons moments. Et franchement, une fois qu'on a passé un bon moment comme ça avec ses enfants autour de la table en famille, le sujet du téléphone portable et des écrans, de la surexposition aux écrans, le sujet n'en est en réalité pas un. Petite parenthèse. Respecter, tu disais. oui, mais juste pour partager, tu as raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que moi je fais avec mes ados. C'est du vrai partage. Je leur dis, montre-moi, fais-moi écouter un chanteur que tu aimes, et moi je vais te faire écouter un chanteur que j'aime. Montre-moi un jeu auquel tu joues, et explique-moi comment ça passe. Et puis après, on ira jouer à un jeu de société que j'aime moi. Donc c'est du vrai partage. Chacun apporte quelque chose à l'autre et ça se passe super bien. Et juste pour en finir, après j'arrête, mais puisqu'on est sur l'anecdote des jeux de société, je crois que c'était la deuxième soirée des connectés que j'avais organisée avec l'association Sans mon portable. J'avais organisé ça dans une partie d'un bar branché qui m'avait été réservé. Et le patron du bar me voit arriver avec des sacs de jeux de société. Donc évidemment, il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'avais pas compris que c'était ça, en fait, sa soirée. Et tous les participants à la soirée se sont juste super éclatés, si je puis dire, parce qu'on a ressorti des jeux, ils ont rejoué à des jeux auxquels ils n'avaient pas joué depuis bien longtemps, et on était sur une tranche d'âge 25-45, hein, plutôt large, et ils ont, pour une bonne part en tout cas, passé une partie de leur soirée, non seulement à jouer, mais aussi à discuter entre eux, forcément. Alors que, comme m'ont dit certains à l'issue de cette soirée, bah, si on était resté chez nous ou si on était allé dans une soirée normale, bah, on aurait eu la moitié d'entre nous, certainement, qui auraient passé leur soirée à échanger des messages avec ceux qui n'y étaient pas, plutôt que de se concentrer sur ceux qui étaient à côté d'eux, quoi. Donc, c'est exactement ça. On pourrait en parler pendant longtemps de ce sujet. Allez, respecter. Respecter, c'est respecter les âges qui sont marqués pour les films à la télé ou les achats de jeux. Alors avant, on allait dans les boutiques, maintenant on les achète beaucoup en ligne, mais il y a quand même des règles où il y a marqué jeux interdits aux moins de 18 ans. Call of Duty, clairement, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et pourtant, les parents ou les parrains, marraines, oncles, tantes, grands-parents achètent ces jeux-là à leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants insistent. Et pourquoi les enfants insistent? Parce que en fait, ça encore, c'est du marketing. Les gens qui ont créé ces jeux savent qu'un jeu interdit aux moins de 18 ans attirera les 11-12 ans. Donc, ils font exprès de mettre des âges un peu élevés pour attirer les plus jeunes et pour avoir plus d'audience. Sauf qu'en réalité, ce sont quand même des jeux qui sont extrêmement violents parfois. Les films qui passent à la télé, si c'est marqué interdit aux moins de 10 ans ou on vous suggère moins de 10 ans, moins de 12 ans, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça a été analysé. Donc voilà, mon troisième conseil, c'est respecter les âges qui sont marqués, même si votre enfant rouspète en vous disant mais tous mes copains ont Call of Duty, il faut que j'y aille, etc. Ou enfin voilà, je sais plus, j'ai pas d'autres noms de jeux. Vous pouvez dire oui, mais nous, on respecte les règles. Pareil, vous ne vous justifiez pas. C'est marqué moins de 18 ans, tu pourras y accéder quand tu auras 18 ans. Alors, il ne faut pas être complètement naïf, hein, quand ils vont aller jouer avec leurs copains ou chez leurs copains, ils vont y jouer. Mais au moins, vous aurez marqué vos limites, vous aurez mis les règles et ça les sécurise. Un enfant, il a besoin de règles, un ado aussi.
Ça sécurise d'avoir des règles, même s'ils ne sont pas d'accord avec ces règles. Il y a une dernière chose que je voudrais dire, que je n'ai pas dite, sur l'hyperconnexion. Quand on interroge, j'ai lu des livres, des articles, écouté des interviews de gens qui créent des jeux ou des gens qui créent des applications. Ils disent tous la même chose. Ils disent, nous, nos applis, elles ne s'adressent pas au cerveau préfrontal, elles s'adressent au cerveau limbique. Ça veut dire quoi? Si je vous traduis ces mots, le cerveau préfrontal, c'est là où il y a notre intelligence et notre capacité de contrôle sur ce que nous faisons, sur nos émotions, etc. Donc ils disent, on ne s'adresse pas à l'intelligence, on peut traduire ça comme ça, on s'adresse au cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau où il y a à la fois la gestion des émotions et tout ce qui est addiction. Et ça va très bien ensemble. Donc, quand ils nous disent on s'adresse au cerveau limbique, ils veulent dire on va créer chez vous des émotions pour vous donner envie de revenir, parce qu'on le sait, quand on prend une décision, on croit que nos décisions, on les prend avec notre cerveau qui réfléchit. 80% de notre décision est prise avec notre émotion. Donc, il s'adresse au cerveau émotionnel et à l'addiction. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez les flammes sur, je crois que c'est Snap, le système de flammes. Ils ont mis en place un système où chaque jour, si vous partagez une photo avec quelqu'un d'autre, vous avez une flamme. Si pendant 24 heures, vous ne partagez pas de photos avec quelqu'un d'autre, vous perdez toutes vos flammes. Et le but, c'est d'en avoir des milliers. Donc ça s'adresse au cerveau émotionnel et addictif. Quand on vous dit non, demain on part, on fait une journée sans mon portable, tu n'auras pas accès pendant 24 heures à ton portable, ça va créer des paniques. Mais maman, je suis à 1500 flammes, laisse-moi au moins envoyer un message à mes copains pour qu'ils s'envoient une photo de ma part, parce que sinon on va repartir à zéro. Clairement, on s'adresse au cerveau des émotions. On va utiliser des outils dont on pourra parler une prochaine fois pour accueillir ces émotions, mais la majorité des applis, des jeux et de tout ce qui est créé, c'est fait pour nous rendre addicts. Ok, alors c'est le moment où vous allez pouvoir, dans la partie conversation, poser vos questions. J'en ai reçu une de Béatrice qui me demande, finalement, j'ai un enfant qui a 5 ans, à quel âge me conseillez-vous de lui acheter un téléphone portable? Alors, à 5 ans, vous savez, il y a un truc qui est vachement mieux que le téléphone portable. C'est le téléphone yaourt. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit, mais on prend 2 pots de yaourt et on met un fil entre deux pots et on s'écoute. Alors ça, ils adorent. Aujourd'hui, 25% des enfants de CM1, CM2 ont un téléphone portable et on doit être à 95% de jeunes qui rentrent en sixième qui ont un téléphone portable. C'est énorme. Vous pouvez résister. Si vous avez choisi de résister, vous pouvez résister à ça. Je comprends que les parents achètent un téléphone portable à leur enfant qui rentre en sixième. C'est une sécurité. Au moins, tu pourras me dire quand tu seras rentré à la maison, tu m'enverras un message si tu as un problème parce que maintenant tu vas y aller, en bus, je vais plus t'amener à l'école. Il faut savoir que les parents achètent des téléphones portables pour se sécuriser et que les enfants acceptent les téléphones portables pour avoir plus de liberté. Donc, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Donc, c'est illusoire de se dire qu'un enfant qui est en sixième, qui a un téléphone portable, ça vous sécurisera. Au début, si, il va vous envoyer des SMS pour dire je suis bien arrivé, etc. Mais très vite, il ne répondra plus à vos messages. Donc, choisissez-vous l'âge qui vous semble cohérent pour acheter ce téléphone portable. Et de mon côté, je dirais que pas trop jeune, plus vous attendez, mieux c'est. En revanche, clairement, s'il n'a pas de téléphone portable à partir de la troisième ou au lycée, vous l'excluez. Déjà, sixième, cinquième, ça va être compliqué parce que tout le monde en a. Quatrième, ça commence à devenir, ouais, il est bizarre qu'il a toujours pas de portable. Troisième, s'il n'a pas de téléphone portable, il est exclu parce que c'est pas possible de ne pas avoir de téléphone portable. Donc réfléchissez à pourquoi vous achetez ce téléphone portable. Mes enfants, ils ont eu un téléphone en sixième parce qu'ils allaient loin, il y avait beaucoup de bus, puis que j'avais eu des mésaventures avec ma fille aînée qui m'avait beaucoup inquiétée. C'était pas un smartphone.
Ma dernière fille qui a 14 ans, quand elle est arrivée en sixième et que je lui ai donné un téléphone avec des grosses touches, elle a dit: «Oh, je ne le sortirai jamais, je ne le montrerai pas à mes copines». OK, c'est pas un problème. Moi, ça me sécurise que tu aies un téléphone, c'est pas un smartphone. Donc ça, on a le droit de le faire, hein. Alors, merci Marie-Charlotte. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, on a à nouveau une question relative à l'âge. Donc, j'ai Caroline qui dit: Bonjour, mon enfant de 9 ans a un téléphone portable depuis peu car nous souhaitons qu'il soit plus autonome. Donc, dès qu'il rentre de l'école, donc ne va plus à la garderie, ça me permet d'avoir rapidement des nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est ce que je dis, c'est la raison pour laquelle les parents achètent ce téléphone portable, c'est pour être sécurisés. C'est une sécurité qui ne va pas durer très longtemps. Quand il aura 12-13 ans, il y a peu de chances qu'il vous réponde. Euh, mais pour le moment, en effet, si vous, ça vous sécurise, c'est important. Ce qui va être, à mon avis, important, c'est éviter qu'il ait de la 4G. Et faites en sorte à 9 ans, alors à 9 ans maintenant, enfin ils sont de toute façon plus doués que nous, mais attention à l'utilisation de la Wi-Fi. Je ne sais pas si vous avez un moyen de désactiver le Wi-Fi, parce que s'il est tout seul chez vous, il va être devant son écran tout seul. C'est un peu comme un voyage aventure. Vous savez, il y a les voyages organisés, les voyages aventure. Il va aller sur le net parce qu'il va avoir envie d'aller voir, il va aller sur des jeux, il peut voir des choses qui vont être douloureuses et dont il n'osera pas vous parler. Donc, oui, bien sûr, le téléphone pour vous sécuriser, je le comprends parfaitement, mais attention à ce qu'il va pouvoir en faire quand il sera tout seul devant et en particulier sur les écrans. Merci beaucoup pour vos conseils, c'est noté, nous dit Caroline, mais c'est nous qui te remercions, Caroline. Tout à l'heure Marie-Charlotte, tu nous as parlé rapidement du sujet du harcèlement scolaire. Euh, le rapport entre, on en avait déjà un petit peu parlé précédemment, mais je voudrais que tu nous dises à ceux qui nous regardent et qui nous suivent, euh, comment se prémunir. Alors c'est un peu une question large, mais d'abord, comment détecter chez nos enfants qu'ils sont victimes de ça, et souvent, et tu vas nous en parler, et souvent, il y a un rapport aussi, ou il peut y avoir aussi un rapport avec l'utilisation ou la surutilisation du téléphone, puisque autour de ce sujet du harcèlement, on trouve souvent les outils numériques. Alors oui, ça, enfin, je pourrais en parler pendant des heures, donc ça va être compliqué pour moi de faire court. Mais pour moi, il y a deux sortes de harcèlement. Il y a le harcèlement qui est le harcèlement physique, psychologique, qui se continue sur les réseaux sociaux ou qui démarre sur les réseaux sociaux et qui se continue à l'école, avec on envoie des tas d'insultes, etc., à vos enfants. C'est très lourd. Vos enfants, sur le harcèlement, la majorité des enfants et des ados n'en parlent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas. Donc, on ne peut que faire des suppositions et entamer la conversation avec les enfants en disant: j'ai l'impression que ça va pas, tu as l'air triste, tiens, pourquoi un tel vient plus à la maison. Enfin, c'est des éléments qui peuvent nous permettre de détecter ou pas qu'il y a harcèlement. Et le risque avec ce type de harcèlement, c'est que quand vous avez dit tu n'as pas 15 ans, alors pour info, les règles d'utilisation Facebook, enfin ils ne sont pas sur Facebook les enfants, mais sur les autres, Facebook c'est un truc de vieux, sur Instagram, Snapchat, etc. Les règles d'utilisation américaines, c'est 13 ans. Mais en France, il y a une loi qui est passée ou un décret, ou j'en sais rien, qui dit 15 ans. Et vous ne pouvez pas, vos enfants, ils ne peuvent pas aller seuls sur ces écrans-là avant 15 ans. Sauf que quand vous dites à votre enfant, tu ne peux pas, je t'interdis d'aller t'inscrire sur tel type de réseau avant 15 ans, il va le faire quand même. Sincèrement, il va utiliser le téléphone d'un de ses copains, d'une de ses copines, et il va le faire quand même. Et là, s'il se fait insulter, il ne viendra pas vous dire parce qu'il vous a désobéi. Donc, je pense qu'il y a là aussi un accompagnement à mettre en place. OK, tu veux aller sur Snap, on va y aller ensemble, ça va être l'occasion pour moi de découvrir. On va te mettre en privé et pas en public. Je vais te rappeler les règles. Attention, tu n'acceptes pas quelqu'un que tu ne connais pas. Et surtout, quoi qu'il se passe, si jamais quelqu'un t'insulte ou te fait du mal par ce moyen-là, tu viens m'en parler et je ne te
ne gronderait pas, on trouvera une solution. Ça, c'est la première chose. Deuxième type de harcèlement, alors qui a explosé là pendant le confinement, qui existait déjà malheureusement avant, c'est ce qu'on appelle le porno, je sais plus, j'ai plus le nom, revenge porno. Enfin voilà, c'est en gros l'idée, c'est vos enfants, ils grandissent et ils se font des copains sur Internet par différents biais, des gens qu'ils connaissent ou des gens qu'ils connaissent pas, parce que même quand on leur a dit tu acceptes pas des gens que tu connais pas, ils vont quand même aller sur des sites où on est en lien avec des gens qu'on connaît pas. Et ces gens vont demander à un moment à votre enfant, ou le petit copain, la petite copine va demander à votre enfant de lui envoyer une photo de lui dénudé. Je suis tellement amoureuse, je pense à toi, donc envoie-moi une photo de toi en dessous dénudé ou des vidéos quand ils sont plus grands. Et votre enfant le fait. Et il n'y a pas d'interdiction, enfin, il n'y a pas de loi qui interdise de le faire. C'est aujourd'hui la façon qu'ils ont trouvé de se draguer. Ça se passe comme ça. Ils n'ont plus de boom, ils n'ont plus de slow, ils n'ont plus aujourd'hui, dès qu'un garçon met la main sur l'épaule d'une fille, on le traite de harceleur. Donc, ils ont trouvé ces moyens finalement pour se draguer, pour créer des liens ensemble. Et donc, votre fille, c'est dans 80% des cas, c'est les filles. Votre fille va envoyer cette photo à son petit copain. Et puis à un moment, ça casse. Et le petit copain qui avait juré que jamais il ne diffuserait cette photo ou cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Il la diffuse. Il la diffuse sur le groupe de la classe, qui le diffuse au groupe du collège ou du lycée, qui le diffuse à l'extérieur. Là, ça, c'est extrêmement inquiétant parce que les jeunes dont l'image est diffusée, ils sont doublement victimes. Un, leur image a été diffusée sans leur autorisation et ce n'est pas une image évidemment qui les met en valeur. Et deux, c'est contre eux qu'on va s'en prendre. C'est-à-dire les élèves qui reçoivent la vidéo ou la photo vont contacter le jeune dont c'est l'image qui a été publiée et vont lui dire mais quelle pute, mais t'es qu'une salope, mais c'est pas possible, mais comment tu peux faire ce genre de truc. Donc c'est double peine pour eux. Ils sont victimes de quelque chose qui est formellement interdit, c'est le partage d'images. Il y a une loi en France, hein. Vous n'avez pas le droit de partager votre image si vous n'avez pas signé un papier vous autorisant à le faire. Et en plus, on vous traite de tous les noms. Donc là, ce qui est super important, si ça arrive à votre enfant, dites-lui, si ça t'arrive, tu viens m'en parler et à aucun moment je ne te jugerai. Et à ce moment-là, surtout, jamais vous ne dites, mais je te l'avais bien dit, mais quelle idée tu as eue de faire ce genre de truc, parce que vous le rendez encore plus coupable. Ouais. Et là, le risque de suicide, il est intense. Donc vous lui dites, juste pour finir, voilà, vous lui dites, tu es la victime, nous sommes de ton côté et nous allons porter plainte contre les personnes qui ont diffusé ton image. Nous allons, tous les adultes, le collège, le lycée, nous, tes parents, on va te protéger. Merci pour tous ces détails, Marie-Charlotte. Deux petits éléments aussi qui me reviennent en lisant et la question de Caroline, celle qu'on a reçue précédemment, dans les conseils aussi qu'on peut donner pour aux parents qui, par exemple, ont déjà donné un téléphone à leurs enfants ou qui ont franchi ce pas. Alors déjà, on se rend compte qu'en termes de captation de l'attention, et ça marche aussi d'ailleurs pour les adultes, le fait tout simplement de mettre son smartphone en noir et blanc, ça joue aussi beaucoup sur cette espèce d'attrait permanent qu'on a à regarder son téléphone, parce que quand on a des couleurs vives, chatoyantes sur votre écran hyper lumineux, votre attention est captée évidemment en permanence. Quand votre écran est en noir et blanc, ça fonctionne moins. Et puis pour revenir aussi à la question de Caroline et à d'autres, il faut savoir aussi, alors je n'ai pas le nom en tête, mais c'est très facile à trouver. Vous tapez sur Google, vous allez trouver, il y en a des foultitudes d'applications, heureusement ou malheureusement. Il y a des applications qui vous permettent de bloquer toutes les fonctions smartphone sur un téléphone, qui peuvent vous permettre de vous rassurer parce que votre enfant soit joignable ou il pourra vous joindre sur le chemin de l'école. Et pour autant, il ne sera pas sur son smartphone en train de traverser sur les passages cloutés. S'il y a une voiture qui arrive, il restera totalement attentif parce que son téléphone, grâce à cette application, pourra n'être utilisé que pour les fonctions de téléphone et rien d'autre. Donc, vous avez des applications qui fonctionnent grâce à ça.
Alors, Voilà, voilà. voilà, si tu me permets de terminer là-dessus, il y a une nouvelle application qui vient de sortir lundi. Moi, je suis assez dubitative sur l'utilisation du contrôle parental parce que on met un contrôle parental, mais vos enfants, ils savent mieux l'utiliser que vous. Donc, j'ai eu de multiples exemples où les enfants et les ados sont passés au-delà du contrôle parental et voilà, ne l'ont pas respecté. Donc, bon, bah, il faut tester, hein, voir si ça marche avec votre enfant. Mais il y a une nouvelle appli qui vient de sortir lundi qui s'appelle My Twiga. Twiga, alors M-Y, plus loin, T-W, je ne sais pas si c'est I ou Y-G-A, qui a l'air assez top, qui permet d'apprendre aux enfants à se connecter. Voilà, ils doivent voir des petites vidéos pour avoir de plus en plus d'autorisation. Enfin, c'est un truc tout à fait nouveau que je n'avais encore jusqu'à présent jamais vu et qui, avec les parents, ne vont pas contrôler ce que font les enfants parce que le dernier conseil, c'est n'allez pas voir ce qu'il y a sur les téléphones de vos enfants. C'est comme si vous, on était allé quand vous étiez petit lire dans vos journaux intimes, mais on sait le temps d'utilisation des enfants, on peut autoriser de plus en plus d'accès. Ça a l'air vraiment bien fait et je pense que pour les jeunes qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est une appli qui peut vraiment être très utile. Ça ne marche pas pour les grands qui ont 15, 17 ans qui l'utilisent déjà, mais pour les nouveaux entrants avec l'utilisation du téléphone, ça a l'air vraiment intéressant. Eh ben, merci pour ce dernier conseil. C'était un vrai plaisir de t'accueillir et d'échanger avec toi, Marie-Charlotte. Donc, sur cette dernière page, voilà les liens, contacts, sites pour à la fois rentrer en contact avec Marie-Charlotte et avec l'association Sans mon portable que j'ai l'honneur de présider. Je voulais remercier Betty Lupin qui nous a aidé à l'organisation et à la réalisation de ce webinaire. Merci Marie-Charlotte. Nous retrouverons et vous retrouverez donc on le mettra sur la page Facebook Sans mon portable et aussi sur Coach Famille. Nous mettrons le lien, l'enregistrement de ce webinaire. Nous, bien sûr, avec Marie-Charlotte, autour toujours du coaching de la famille et du bien-être en famille et du bien-être déconnecté, nous vous proposerons bientôt de prochaines sessions webinaires. Prenez soin de vous. Merci si vous voulez avoir la gentillesse de mettre quelques bons messages sur Facebook, sur nos Facebook, et puis faire connaître Sans mon portable et aussi et surtout Coach Famille. Vous en serez 1000 fois remerciés. Je vous souhaite un bon 8 mai. Merci Marie-Charlotte, merci à tous et à très bientôt. On attend vos messages et vos avis. Salut à tous. Merci. On raccroche toute la réunion.